Mesdames et messieurs, bonsoir. L'opération militaire à l'est de l'Ukraine continue de faire couler beaucoup d'encre dans les forces gagnent justement les forces russes gagnent du terrain et avancent rapidement et sûrement, ne donnant aucune perspective de réaction à ses adversaires occidentaux. La communauté internationale, elle, se contente du statut de spectateur complètement impuissante alors que monts et merveilles ont été promis à Kiev. Kiev est l'objectif de Moscou aujourd'hui et Volodymyr Zelensky multiplie les appels dans sa dernière déclaration. Il implore presque Moscou d'arrêter les hostilités. Poutine tend la main mais pose des préalables. Une lueur d'espoir émerge-t-elle? La question est là, sur le terrain. Le temps ne pardonne pas et chaque heure qui passe compte de nouvelles victimes. Le bilan s'alourdit, le nombre de déplacés se décuple, l'heure est grave. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro spécial Ukraine pour en parler et débattre avec nous. Ce soir, présent sur le plateau, Abdelhak Mekki, politologue algérien. Monsieur Abdelhak Mekki, bonsoir. Bonsoir, madame. Et Gamal Abouna, journaliste et analyste géopolitique. Il est déjà avec nous par Skype. Monsieur Abouna, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors pour commencer, comme je le disais donc dans l'introduction, hier Poutine a fait une déclaration brûlante, voire même directe à l'encontre de ses détracteurs. Il appelle les Ukrainiens à, je cite, dénazifier l'Ukraine et à se débarrasser des drogués. On l'écoute et on revient juste après. Une fois de plus, j'appelle les militaires des forces armées ukrainiennes. Ne laissez pas les néo-nazis et les banderovtsis utiliser vos enfants, épouses et personnes âgées comme boucliers humains. Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il nous sera plus facile de négocier qu'avec cette clique de drogués de néo-nazis qui s'est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien. Voilà, donc on vient de l'écouter, monsieur Abdelhak Mekki, une déclaration quand même qui est assez, je dirais, agressive. C'est vraiment du point là. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette déclaration a fait trembler quelque part le président Zelensky, qui par la suite, on va le voir, a fait d'autres déclarations où il tend la main, où il propose justement de négocier. Mais avant, on va un petit peu décortiquer cette déclaration de Vladimir Poutine. Oui, à mon avis... Enfin, de traiter des institutions d'un pays, même si M. Poutine doit avoir certainement des informations plus précises, de nazis, on se demande de quelle façon sont-ils des nazis, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir eu, un conflit avec l'Est du pays, c'est-à-dire le Donbass, et que les uns et les autres se sont battus, ils considèrent les autres comme des nazis. Ça, je crois que c'est un vocable... Également parce que peut-être on reprocherait aux Ukrainiens d'avoir eu des comportements, plutôt des attitudes un petit peu, je dirais, ségrégationnistes vis-à-vis des pro-russes du Donbass, du Donetsk et de Lugansk aussi. Oui, mais c'est par rapport à ça aussi. Mais c'est pas la première fois dans l'histoire de l'Ukraine. Ça a existé auparavant. Oui. Puisque, en fait, si vous voulez, en Ukraine, il y a trois grandes communautés. Une communauté slave, ce qu'on appelle les Ukrainiens. Oui. Une communauté russe, précisément, puisque l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Absolument. Depuis le temps des tsars. Oui. Et qu'avec l'Union soviétique, donc elle a été toujours russe. Et que les musulmans occupent la Crimée depuis toujours. Oui. Donc, ça correspondait à la théorie de l'Union soviétique, des bolcheviks à l'époque, de faire un melting pot et en même temps construire une nation nouvelle.
Mais ça ne faisait plus partie à partir du moment où l'URSS est disparu et que le mur de Berlin est tombé. Oui, mais Zelensky aussi, dans ses déclarations les plus fréquentes, celles qu'il a faites dernièrement, parlait aussi de néonazisme quand il s'adressait ou quand il parlait de la Russie aussi. Oui, mais donc c'est un petit peu des accusations en fait, il faut savoir que, réciproques, quoi. La Russie a connu des moments de la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des nazis, des moments d'horreur. Je peux dire une chose, le jour où je me suis arrêté au monument de Stalingrad, j'ai été mal à l'aise parce qu'en fait, c'est des millions d'êtres humains qui ont été déchiquetés par le nazisme et ça peut prendre des jours pour lire tous ces noms-là. Oui. Donc c'est clair que c'est une région qui a dans sa mémoire collective la question du nazisme. Et donc, très très facile de caractériser les comportements. On vient vers cette terminologie qui est donc présente dans les mémoires et le subconscient des habitants. Mémoires. Voilà. Et puis, il faut tenir compte que les Russes sont un peuple qui a une représentation sociale, c'est-à-dire qui a toute une histoire qu'il porte en lui-même. Et on la sent chez Poutine. Oui. Poutine n'a pas envie de faire régénérer l'Union soviétique de nouveau. Mais le grand empire russe. Oui, en fait, il y a ce sentiment de fierté qui est très perceptible. Exactement. Également dans la personnalité de Vladimir Poutine. Et on l'a très très bien décelé lorsqu'il a rencontré le président français Macron. Oui. Et on a vu tous les commentaires que cela a suscité, d'ailleurs, par cette grande table qui a beaucoup de symbolique. Si on se mettait un petit peu à les déchiffrer, je pense qu'on prendrait plus qu'1 heure de temps. Mais en même temps, c'était une table qui laissait présager le rapprochement. Oui. Parce que plus on est loin et plus on discute, plus on se rapproche. Et finalement, on s'est rapproché quelque part. Quelque part, vous pensez? Vous êtes oui. sérieux? Oui. Monsieur Mekki? Oui. D'accord. Dans le fait simplement qu'ils ont pris tous les deux conscience qu'il faut préserver la paix en Europe. Ben voilà, on va y revenir justement concernant la paix. Donc on va écouter donc tout de suite Zelensky. Zelensky qui a donc hier fait une déclaration. Il était avec ses compagnons ou les membres de son parti. On l'écoute tout de suite. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Oui, alors je rappelle juste que dans cette déclaration, Zelensky avait dit que peut-être c'est la dernière fois que vous allez me voir. Alors s'est-il senti menacé ou a-t-il senti un danger qui guettait sa vie? Donc vous savez, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels donc, on pourrait s'interroger. Quelle lecture peut-on faire? Comment peut-on interpréter cette déclaration de Zelensky? Pourquoi l'a-t-il fait? En plus, il était de manière dépareillée, c'est-à-dire qu'il n'était ni en costume-cravate, ce qui voulait beaucoup dire. Bon, il y avait eu une nouvelle fausse que Zelensky avait quittée au début, hein, parce qu'on ne l'avait pas vu au début, il n'a pas pris la parole, etc. Oui. Bon, là, il montre qu'il est là et qu'il est vraiment là. Mais il reste que si Kiev tombe, il est clair que Zelensky va tomber. Voilà. Et il va tomber et le pays donc, cher. Donc il a senti le coup venir, donc, il a senti l'approche imminente. Ça n'est pas un chérubin, hein, je veux dire, c'est un monsieur qui connaît la politique. Est-ce que ce n'est pas non plus, monsieur Abdelhak Mekki, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, au fait? Oui, l'aveu d'échec, comment dire, c'est plutôt une reconnaissance d'une erreur. Qui est une erreur de jeunesse, parce que c'est un président jeune qui s'est emballé pour dire nous voulons rentrer à l'OTAN, alors qu'il savait pertinemment que c'était la ligne qu'il fallait jamais... Mais a-t-on le droit de jouer du sort de tout un pays et ensuite prétexter du seul prétexte, justement, que celui de la jeunesse?
Écoutez, la jeunesse a un défaut, c'est qu'elle manque de sagesse très souvent. Oui, Elle est un peu agitée aux événements, etc. oui, oui. Bon, mais là, on le voit, la sagesse commence à lui revenir par le fait qu'en disant « je suis là avec toute mon équipe », etc., et par le fait qu'il vient de reconnaître, vous le savez, vous Oui, et moi, très bien. Oui. qu'on l'a vu auparavant, aujourd'hui même, qui propose une négociation pour la paix. On va y venir. Alors, puisqu'on parle de sagesse et que monsieur donc, Abdelhak Mekki dit que la sagesse lui revient, et on l'espère, en tous les cas on l'a senti. Monsieur Gamel Abouna, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement la sagesse lui revient, ou est-ce que c'est un aveu d'échec, ou avez-vous une autre lecture de cette déclaration? Déjà, pour commencer, pour introduire le propos, vous parliez à l'instant du passé russe en Ukraine et de tout le monde qui s'invective en se traitant de nazis. Les Russes ont un très mauvais souvenir de l'Ukraine quand elle a basculé du côté nazi, puisque à l'époque, il y avait le commissariat du Reich qui était installé. Et effectivement, une partie des Ukrainiens ont pris fait et cause pour les nazis. Donc c'est ce que les Russes ont tendance à rappeler par rapport à cette rupture qu'on a aujourd'hui. Beaucoup font le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, mais en vérité, le parallèle, si on veut en avoir un, c'est bien un parallèle territorial avec des minorités russophones, ou russes tout simplement, aux frontières qui ont été menacées pendant 8 ans après les accords de Minsk. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence déplorable d'une gestion calamiteuse avec ce président qui a été placé, il faut le rappeler tout de même, c'est pas un homme très sérieux, ce monsieur. C'est un homme qui a cru aux paroles de l'OTAN, qui a cru qu'il pouvait rentrer dans l'OTAN. C'est un homme qui a peur aujourd'hui parce qu'il a été lâché par l'OTAN. N'oublions jamais que l'OTAN n'interviendra pas parce que, évidemment, l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN, ni un membre passif d'ailleurs. Et surtout, il a été lâché. Et c'est un ancien comique. Hein. Il y a encore 2 ou 3 ans, il faisait de la scène à la télévision. C'est pas un homme politique du tout. C'est pas sa jeunesse qui pose problème en substance, même si la jeunesse peut avoir beaucoup de défauts. Ce qui pose, parce que M. Macron est jeune aussi. C'est plutôt le manque de réalisme politique et de réalisme par rapport à son environnement politique immédiat, la Russie en l'occurrence, ou international, qu'il ne connaît pas du tout, les États-Unis. Oui. Il a eu tendance à s'imaginer et s'emballer en pensant avec ces coups de semonce verbaux qui avaient été proférés par Biden que, soi-disant, l'Ukraine ne serait pas attaquée, que le risque était limité. Aujourd'hui, c'est la panique à bord. Alors, quand il sort à l'extérieur avec ses ministres, on sent bien que c'est pratiquement un gamin qui a été pris la main dans le sac et qui ne sait plus quoi faire, qui propose à la fois une résistance de sa population, et on voit bien qu'il n'y a pas tellement de combat finalement, les images ne plaident pas en faveur de ce qu'il prétend être une résistance, et de l'autre côté, une panique généralisée parce que l'OTAN a bien dit qu'elle resterait l'arme au pied. Elle n'interviendrait pas si ce n'est de renforcer les frontières de l'OTAN. Donc en gros, il ne se passera rien. Oui. Alors vous avez lancé, M. Abouna, pardon, de vous interrompre avant de passer au volet économique parce qu'on y reviendra effectivement. Mais vous avez dit quand même une phrase aujourd'hui, c'est que est-ce que vous avez dit qu'il a été lâché. Au fait, c'est ça le sentiment qui est perceptible quand on voit les déclarations successives de Zelensky. On a le sentiment il le fait voir, même dans son physique, qu'il a été lâché finalement. C'est ça le mot. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il est trahi? Et la question qui revient, est-ce qu'il est revenu vers la raison? Parce que vraiment, on sent toute sa peine. Et il se rapproche aujourd'hui, on voit très très bien qu'il se rapproche de la Russie. Alors, il appelle quelque part au secours, puisqu'il appelle à négocier. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement que maintenant les Européens ne feront rien pour lui, les Américains ne feront rien pour lui, que de toute façon, il n'y avait pas d'accord de coopération militaire et encore moins de sécurité. Il a bien compris avec l'invasion d'hier qui était annoncée, hein, c'est pas une surprise bien sûr, il a bien compris qu'il était seul face aux soviets, enfin aux ex-soviets, je dis soviets parce que c'est une politique finalement qui rappelle un peu l'Empire soviétique. Donc il est seul face à Poutine, Poutine qui va jusqu'au bout lorsqu'il s'engage dans un bras de fer, ne le lâchera pas, on l'a bien vu dans le sud de la Russie, à l'époque où la Géorgie ou encore l'Abkhazie, enfin il y a plusieurs régions séparatistes qui étaient en train de se manifester, il est intervenu violemment. On se souvient évidemment de Grozny et de la Tchétchénie qui a fini avec 300 000 morts. Donc effectivement, il sait parfaitement le sort qui l'attend, mais pire encore pour lui. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que ça rappelle quelquefois, par certains abords, la Seconde Guerre mondiale pour l'Allemagne par rapport aux Sudètes, la région des Sudètes qui était donc région frontalière de l'Allemagne et qui appartenait à la Tchécoslovaquie, que les Allemands ont récupéré dans un premier temps par une négociation et dans un second temps par la force.
en envahissant la totalité du territoire. Eh bien, ça rappelle un peu ça. La région des Sudètes, finalement, de l'Ukraine, ce serait les régions du Donbass, qui ont été souvent d'ailleurs bombardées, il ne faut pas l'oublier, hein. Souvent un enjeu par rapport aux néo-nazis qui existaient dans la région, on les a vus, ils se sont manifestés violemment, et surtout, lui se rend bien compte que même dans son propre gouvernement, dans son propre camp, il y a un risque de basculement en faveur des Russes. Il le sait très bien. Il n'est pas majoritaire, contrairement à l'idée reçue. Il faut se souvenir qu'avant 2014, il y avait eu un coup d'État par rapport à cette fameuse révolution colorée, révolution orange. On a écarté le chef de l'État qui était lui aussi démocratiquement élu. Souvenons-nous de cela, c'est important. Et donc, à l'époque, il était écarté par la force. Et aujourd'hui, c'est le même scénario qui se reproduit, mais à l'inverse. Cette fois-ci, c'est plus en faveur de l'Occident, mais plutôt en faveur du bloc russe, excusez-moi pour le terme, c'est un lapsus. Et en substance, effectivement, il est en panique parce qu'il sait très bien que même dans son camp, il risque d'être soit démis de ses fonctions ou abattu, tout peut arriver. Donc il négocie. Oui, on va l'écouter d'ailleurs dans sa dernière déclaration où il implore presque Moscou d'arrêter les hostilités. On va le voir. La Russie devra nous parler tôt ou tard. Parler de la façon de mettre fin au combat et d'arrêter cette invasion. Plus tôt la conversation commencera, moins il y aura de pertes pour la Russie elle-même. Voilà, on le voit. D'ailleurs, il y a l'image qui est très disante parce qu'on voit un homme complètement fatigué, déconstruit, je dirais complètement décomposé. Et en plus, c'est suivi par le verbe. Donc, il fait, si vous voulez, il exhorte. Mais a-t-il vraiment les moyens d'exhorter? Au fait, on a l'impression qu'il implore carrément Moscou d'arrêter les hostilités. Il leur demande, il les invite à négocier. Et il se dit même prêt à accepter la neutralité, celle qui a été acceptée par les fédérations, les ex-fédérations, donc les républiques fédérales donc russes. Lui, maintenant, il accepte ce fait accompli. Au fait, c'est une reddition, quelque part. Ou un réalisme. Un réalisme, oui. Un réalisme. Oui. Je veux juste préciser une chose. En fait, il s'agit d'un homme d'État, c'est-à-dire il est le chef de l'État. Donc, son attitude auparavant est une attitude étudiée dans son cabinet, à la fois proche, c'est-à-dire ses propres conseillers, et par le gouvernement, et que à l'époque, donc cette option de l'OTAN, aucun membre de son gouvernement ou presque n'a démissionné ou ne s'est soulevé contre cela. Donc c'est clair qu'il y avait une sorte d'osmose entre les membres du gouvernement, vous voulez dire ? Les membres du gouvernement, une partie du peuple. J'ai oublié la fameuse première ministre qui elle-même aussi, elle avait... Loukachenko, exactement. Oui. Qui avait elle-même brandi la question de l'OTAN et d'être dans l'Union européenne, etc. Donc, le désir, parce que je connais un peu la région, le désir des pays de l'Est était d'être avalisés, comme la Bulgarie, par l'Union européenne, de façon à avoir un laissez-passer démocratique. D'accord ? Vous avez vu ces derniers jours tous les chefs d'État qui sont intervenus de la part des États-Unis ou de la France ou de l'Angleterre ont parlé de l'Ukraine démocratique. C'est la perte de l'Ukraine démocratique. Donc, en opposition à celle de la Russie. Une certaine Russie qui laisse sous-entendre peut-être dictatoriale. Voilà. Donc, le problème n'est pas l'avis d'un individu, simplement. C'est l'avis d'un régime, d'un système politique qui a voulu... son peuple, vous voulez dire ça. Qui a voulu faire ce choix de l'Union européenne et de l'OTAN parce qu'il avait des craintes. Je signale que les pays qui font partie aujourd'hui de l'OTAN et qui sont les pays baltiques, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, aujourd'hui sont encore plus inquiètes que ne l'est l'Ukraine. Parce qu'en fait, si l'Ukraine tombe aux mains de Poutine complètement, c'est-à-dire il devient un vassal. La menace serait directement sur eux. Parce qu'en fait, ça veut dire l'Occident a cédé. Et eux, et paradoxalement aujourd'hui, à l'heure où on parle, les pays de la Baltique sont en train de faire un forcing à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'OTAN pour qu'il y ait des mesures plus drastiques
contre la Russie. Parce qu'ils savent que seuls en contenant la Russie qu'ils peuvent garder leur salut. Si oui, au fait, c'est la menace, c'est-à-dire qu'elle s'approche de leur territoire. Exact. Alors, y compris de la Pologne, même la Pologne qui est un peu lointaine. La Pologne a déjà appelé par le biais de son ambassadeur auprès de l'Union européenne à ce que l'OTAN intervienne et active ou réactive l'article 4 parce que le flux des migrants commence à devenir de manière incontrôlable. Donc la menace est là. Mais je dirais que la nuance, peut-être, M. Abdelhak Mekki, est que ces anciennes républiques, aujourd'hui, qui sont partie intégrante de l'OTAN, ils sont partie intégrante de l'OTAN. Donc, ils ont cet accord qui dit qu'en cas d'agression ou d'intégrité ou de souveraineté, l'OTAN a le droit d'intervenir. L'Ukraine est restée seule, complètement abandonnée. Elle ne fait partie ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. Qui protège l'Ukraine? Personne. Est-ce que l'Ukraine n'a pas ou ne va pas tirer les leçons de cet abandon de se dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur l'OTAN? Permettez-moi simplement de rappeler un fait historique à propos de l'OTAN. L'OTAN, quand il a voulu prendre le Kosovo à la Serbie, il l'a fait, sans hésiter. Pourtant, il n'y avait aucun accord, je veux dire. Oui. La question, parce que là, il y a une certaine intelligence dans la politique quand même de ce fait-là. Parce que l'OTAN, à partir du moment où il s'est senti les mains libres, il l'a fait au Kosovo. À chaque fois où il pouvait le faire, il l'a fait. Alors, il ne le fait pas aujourd'hui. Oui. Il le fait pas aujourd'hui parce qu'il faut tenir compte de la déclaration de Poutine. Réaction symétrique et asymétrique. Oui. Et il a laissé entendre Expliquez-nous ce point. Voilà. Expliquez-nous ce point, Abdelhak Mekki, et gardez-le en tête parce qu'on va y revenir. Je vais aller juste vers notre invité sur Skype, Gamel Abouna. Gamel Abouna, donc on disait que Abdelhak Mekki disait que lorsque l'OTAN Varsovie était en danger, il avait intervenu. Bien sûr, les intérêts et les enjeux ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, l'OTAN n'intervient pas parce qu'il n'y a aucun pacte d'accord entre lui et l'Ukraine. C'est une façon, une fois de plus et toujours, de dire que l'Ukraine ne représente pas grand-chose pour l'OTAN. Pourtant, c'est ce même OTAN qui l'a poussé dans ce bourbier. Alors, non, l'Ukraine représente énormément sur un plan géostratégique et surtout économique. C'est un poumon industriel, c'est surtout le grenier à blé de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. L'Ukraine est un très grand producteur de blé. L'Ukraine est aussi possédant d'énormément de centrales nucléaires, on se souvient de Tchernobyl, mais pas seulement. Mais il ne faut pas perdre de vue deux choses. L'Ukraine, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, la Bohème-Moravie de l'Allemagne. Comme je veux dire par là, c'est qu'on l'a sacrifié parce qu'on a poussé à la faute et finalement les Ukrainiens se retrouvent seuls parce que évidemment ça reste, et quoi qu'on en dise, des peuples de langue slave, des peuples slaves. Donc c'est une affaire quasiment de la part des Russes, c'est le sentiment qu'ils ont, une affaire interne. Après, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que les pays de la mer Baltique soient inquiets, même s'ils donnent ce sentiment. Ils sont déjà protégés en vérité. Ceux qui sont les plus inquiets, c'est plutôt les deux pays qui ont déjà eu une guerre contre la Russie, à savoir la Suède et la Finlande. Ces pays ne font pas partie de l'OTAN et vont demander certainement à y être rattachés. Et donc ces deux pays sont inquiets parce qu'effectivement, ils ont battu, faut pas oublier, la Finlande a battu la Russie dans les années 30-40. Et ça a déclenché d'ailleurs l'invasion par les Allemands, puisqu'ils se sont dit que les Russes étaient faibles. Et donc aujourd'hui, les Russes font une démonstration de force, ils démontrent qu'ils protègent leurs frontières. Ne jamais oublier l'origine du mal. L'OTAN était une organisation, on l'a déjà rappelé, créée en 1949, qui était destinée à protéger le bloc occidental, donc on ne parle même pas de l'Europe de l'Est, le bloc occidental face à l'Union soviétique. Et donc, c'est au lendemain de la guerre, ils ont fait cette grande puissance comme ça interarmée américaine-européenne afin de faire face à une invasion potentielle des Russes qui était encore supposée. Et de l'autre côté, les Russes ont opposé le pacte de Varsovie qui a disparu après la chute du mur de Berlin, surtout, et en 91 après la chute du bloc soviétique. Et donc, cette OTAN a été maintenue en dépit des promesses qui avaient été faites aux Russes. Et ça, Vladimir Poutine s'en souvient parfaitement. Et donc, à partir de là, quand il tape fort sur l'Ukraine, c'est pour dire à l'OTAN, on arrête.
cette expansion permanente parce que vous êtes à nos portes et parce que nous sommes en danger. C'est-à-dire que le sentiment des Russes aujourd'hui, c'est un sentiment de danger. Alors quand on dit que effectivement l'Ukraine a été lâchée, c'est parce que l'OTAN, qui a fait un pari risqué, s'imaginait pas une réaction si forte de la Russie. Ils l'ont pas supposé, ils ont sous-estimé leur adversaire, et que les Russes, dans un discours extrêmement violent, d'ailleurs n'oublions pas ce que dit Poutine, si vous nous attaquez, ce ne sera pas une guerre asymétrique, ce sera une guerre disproportionnée, parce qu'il a les moyens aujourd'hui militaires et très technologiques, très avancés sur le plan militaire, de frapper très fort et très vite avec ses missiles intercontinentaux hypersoniques. Donc effectivement, les pays les plus inquiets aujourd'hui, c'est plutôt les pays très au nord, Finlande et Suède, mais la Pologne n'est pas inquiète du tout, elle n'est pas du tout concernée par ces questions, elle a intégré l'Europe et intégré l'OTAN, et tous les pays membres de l'OTAN, avec la solidarité qui régit leur statut, ne sont pas inquiets. Vous voulez dire qu'ils sont tranquilles, vous voulez dire qu'ils sont tranquilles et qu'en cas d'agression, ils pourraient être protégés par l'OTAN, qu'elle pourrait intervenir militairement, c'est ça que vous voulez dire, M. Gamel? Si un seul pays du bloc occidental qui appartient à l'OTAN est touché par la Russie, il y aura effectivement un risque mondial, cette fois-ci de guerre, parce que les Américains ne reculeront pas là-dessus. Ensuite, n'oublions jamais une chose importante, on ne fait pas la guerre pour autre chose que pour l'argent. L'Ukraine, c'est un enjeu économique considérable, on l'a bien compris, mais pas seulement, géostratégique. Et donc aujourd'hui, si effectivement les Américains ne réagissent pas à une attaque d'un pays de l'OTAN, qui n'arrivera pas, mais si ça devait arriver, à ce moment-là, ça décrédibiliserait l'organisation. Donc évidemment, il y aurait un risque de conflit international considérable et quasiment la Troisième Guerre mondiale. Donc effectivement, ce scénario ne peut pas arriver. Je rappelle régulièrement que Poutine est un joueur d'échecs, qu'il sait parfaiement manœuvrer ses pièces et qu'il sait abandonner, comme au Haut-Karabakh, il a su abandonner quand la guerre commence à se généraliser. Oui. Alors, je passe vers vous, M. Abdelhak Mekki. Gardez en tête, parce que j'ai vu que vous vouliez un petit peu intervenir. On va voir juste Sergueï Lavrov dans cette déclaration. Il revient également avec un représentant pro-russe. Toutes ces années, nos collègues occidentaux ont constamment défendu le régime ukrainien. Fermons les yeux sur les crimes militaires contre la population civile. Fermons les yeux sur les meurtres de femmes, d'enfants et de personnes âgées, sur la destruction des infrastructures civiles, encourageant silencieusement le développement rapide du néonazisme et de la russophobie, ce qui a finalement plongé le pays dans la tragédie. Nous n'avions pas le choix, les pourparlers de paix qui se déroulaient à Minsk ont été bloqués par l'Ukraine. Le rejet absolu de toute forme de dialogue avec nous sur le site de Minsk. Le rejet absolu du respect des obligations que l'Ukraine a signées auparavant. Voilà les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle, lorsque nous nous sommes tournés vers la Fédération de Russie pour obtenir de l'aide. Alors, M. Abdelhak Mekki, on vient d'écouter donc le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui n'est plus à présenter, et également le représentant des fédérations autoproclamées. Mais avant de revenir avec vous sur les déclarations des deux, je voudrais donc vous donner la parole pour que vous puissiez réagir à ce qu'a vient de dire M. Gamel Abouna. Allez-y. Oui, écoutez, moi je ne crois pas en politique, en tous les cas. Cette guerre asymétrique. À des trucs mécaniques, dire bon, voilà, on est dans l'Europe, etc. Ce qu'il faut, à mon avis, constater aujourd'hui dans ce conflit. Un, la Russie a été avertie, ne serait-ce que par la recherche de diminuer l'escalade qu'a voulu mettre en place Macron avec Poutine. D'accord ? Et donc, que la Russie intervienne en Ukraine, malgré tout cet effort et les avertissements qu'il y a eu auparavant, il y a un fait, c'est que la Russie est beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'elle ne le fut, et peut-être beaucoup plus puissante que le camp occidental dans son ensemble. Alors, entendons-nous bien. Oui, allez-y. D'abord, elle est, même du point de vue technologique, un peu plus avancée. On l'a vu avec les cyberattaques contre des sites ukrainiens. Voilà, avec les cyberattaques. Les interventions dans les campagnes électorales américaines et même françaises, il y a une accusation claire là-dessus. Bien que M. Poutine dise « ouais, mais c'est pas moi, c'est des hackers ». D'accord. C'est des Russes, des hackers. Donc ça veut dire que nous avons une capacité à la fois scientifique et technologique capable de le faire. Et moi, j'ai été étonné parce que hier, les 40 scientifiques russes ont publié un communiqué demandant le retour de la paix en Ukraine.
Ça veut dire qu'ils Ça veut dire quoi? Comment on peut décrypter ça? Alors, ça veut dire que... Autour de la paix, vision russe ou vision occidentale? Non, vision russe, parce qu'en fait, c'est clair que cette guerre, elle empêche en quelque sorte l'avancée de la science et de la technologie en Russie. Puisque pendant ces 10 ou 20 ans, la Russie est avancée d'une manière incroyable, à la fois sur le plan économique, etc. Insoupçonnable. Preuve en est. Comment on peut savoir qu'aujourd'hui, comment a-t-il fait Poutine pour réunir 600 milliards dans les circuits financiers russes et 200 milliards en tant que réserve de change? On peut dire qu'il s'est bien préparé pour son émergence. Donc, il s'est préparé et c'est ce qui explique la tendresse ou en tous les cas la faiblesse de la réaction de l'Union européenne et de l'OTAN. Non, de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis. Oui. Et cette faiblesse-là, elle est où? Elle est dans le fait qu'aujourd'hui, la Russie, avec son potentiel, est capable de faire plus de mal avec ses... Je rentre dans la question de la symétrie et de la symétrie. Disproportionnelle. Donc, c'est proportionnellement, elle va faire plus mal que les sanctions européennes ou les sanctions américaines. Voilà. Elle a le gaz, elle a l'argent déjà disponible dont je parlais, d'accord? Oui. Elle a les hackers et tout le monde craint aujourd'hui. En fait, elle a tous les moyens technologiques, financiers, militaires et même tous les diplomatiques moyens, avec un chef qui la représente très bien. Elle nous a montré avec le S500, avec le S500 et avec le Sukhoi 21, etc. Oui. On n'a pas vu encore l'Occident nous faire la même démonstration des appareils d'une très grande efficacité. Qui obnubile beaucoup de pays, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Voilà. Donc, il faut faire attention dans l'analyse. L'analyse, c'est clair. C'est-à-dire rester prudent. L'Union européenne, elle est faible par sa prudence dans ses sanctions. Oui. Les États-Unis, par leur prudence, ils ont demandé à ce qu'il y ait un embargo sur le Nord Stream. Au fait, parce qu'ils savent très bien que dans cet embargo ou dans ces sanctions, peut-être que les premiers qui vont vraiment en payer les conséquences seront eux. C'est l'Europe, directement ou indirectement, d'une manière ou d'une autre. Mais les États-Unis aussi. Bien sûr, puisque tout à fait. Les États-Unis on en parlait déjà dans nos émissions. Voilà, les États-Unis sont un peu en déconfiture. Voilà. Et tout le monde a peur d'un conflit armé avec la Russie aujourd'hui, à mon avis. Se répercuter contre tout le monde. D'ailleurs, une guerre ou, si vous voulez, une opération militaire qui a fait beaucoup d'énormes dégâts en l'espace de 3 jours. Nous parlons quand même d'un nombre de victimes assez élevé. Pour l'instant, c'est un bilan provisoire, il faut le dire. Il serait 198 morts. On parle aussi d'un mouvement de déplacés, peut-être le premier du genre, depuis l'indépendance de l'Ukraine. On parle même de 116 000 déplacés et ce n'est qu'un bilan provisoire parce que tous ces chiffres sont appelés à être revus à la hausse et nous allons voir cette synthèse signée Souhila Akilal. Emmitouflés dans des vêtements chauds, très tirés par la fatigue et la peur, ils sont des milliers, Ukrainiens et étrangers, à attendre sur le quai pour fuir le pays. Même scène un peu partout, sur les routes, dans les gares et les postes frontières. Abandonnant leur vie et leur foyer, tous veulent partir loin des bombardements. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir quitter l'Ukraine. Avec l'avant-dernier train qui venait ici, nous avons passé les dernières 16 heures à tout faire pour rejoindre la Pologne. Nous sommes très nombreux et beaucoup vont obtenir le statut de réfugiés. Nous avons la chance d'avoir un logement de prévu et nous sommes très heureux que nos amis polonais soient prêts à aider notre peuple. Nous sommes ici depuis un long moment, peut-être 6 ou 7 heures. C'est fou, c'est un embouteillage fou. Je ne sais pas comment quitter mon pays natal. Au fait, je ne veux pas quitter mon pays, mais à cause des envahisseurs, je dois le quitter le plus vite possible. Nous laissons nos 2 chiens chez un ami en Ukraine parce que nous n'avons pas eu le temps de leur faire un passeport ou d'avoir une permission de sortie. Nous réfléchissons à ce que nous allons faire maintenant. Et je pense que nous irons probablement jusqu'à la ville Wrocław. Là-bas, nous serons plus sereins et nous déciderons de ce que nous pourrons faire ensuite.
Dans un tweet, le Haut Commissariat aux réfugiés a annoncé que selon les dernières informations, près de 116 000 personnes ont fui vers les pays voisins depuis le 24 février, principalement vers la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Slovénie et la Roumanie. Et les chiffres sont en constante augmentation. Vendredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est lui aussi revenu sur la situation humanitaire en Ukraine. Il a annoncé que le nombre de réfugiés avoisinait déjà les 100 000 le premier jour de l'offensive. Au moins 100 000 Ukrainiens auraient déjà fui leur maison et beaucoup d'entre eux ont rejoint les pays voisins, soulignant la nature régionale de cette crise croissante. Ça ne fait que 3 jours que la Russie a lancé son offensive en Ukraine et le nombre de personnes fuyant le pays risque de croître sensiblement, faisant craindre le pire. Alors on l'a vu, il n'y a pas d'opération militaire sans qu'il y ait des dégâts ou des dommages collatéraux, surtout quand ils sont humains, cela est à déplorer. Nous avons vu que cela a provoqué vraiment un mouvement de déplacés, surtout du côté de l'Ouest. Ils sont tous un petit peu enfuis vers le côté de l'Ouest, c'est-à-dire les régions frontalières avec la Pologne et les Lituanie. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a l'ambassade qui appelle au secours, l'ambassade polonais, qui dit qu'il faut activer un peu l'article 4 pour prendre en charge tout ce flux migratoire. Alors dites-nous, M. Abdelhak Mekki, aujourd'hui, quelles seraient les répercussions sur le long terme si cette opération militaire venait à durer sur l'aspect humanitaire? Est-ce qu'on va faire face à une capitale qui va être vidée de ses habitants pour faire un petit peu la nuance, ou si vous voulez... pour faire la nuance ou le parallèle avec le fameux film qui est un peu passé sur tous les réseaux sociaux, où le président ukrainien était en train de crier dans la rue dans une capitale complètement vidée de ses habitants. C'est loin d'être drôle, mais sur le long terme, quelles en seraient les conséquences? Et même peut-être sur le court terme, je veux dire, sur les pays de la région. En fait, la mémoire des Ukrainiens comme celle des Russes, elle craint beaucoup la guerre parce qu'ils savent quels sacrifices ont-ils donnés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'effectivement, s'il y a une guerre qui se durcit encore, il y aurait beaucoup de réfugiés, effectivement. Maintenant, est-ce que le monde est capable de faire face? C'est ça le problème. Crise, voilà. Parce que l'Union européenne, elle est déjà embourbée dans la question de l'immigration et elle n'arrive pas à la résoudre. On l'a vu déjà dernièrement avec la Biélorussie. Voilà. Et donc on ne sait pas comment on va trouver les fonds, etc. Je voudrais juste aussi faire réagir notre invité sur Skype, Monsieur Gamel Abouna. Alors, pensez-vous que le poids des déplacés peut peser négativement aujourd'hui sur les pays de la région? Oui, mais ça ne durera pas bien longtemps en vérité, parce qu'il faut quand même remarquer plusieurs choses. On a parlé du président Zelensky qui a fait un appel désespéré à être aidé, il n'a pas été entendu. Oui. Le président Zelensky a fini par faire un geste assez particulier d'ailleurs, parce qu'il est à demi-juif, donc son histoire est quand même très costaud par rapport à l'Europe centrale. Oui. Il a fait un appel à la mobilisation de la population. Ça rappelle étrangement, malheureusement, le Volkssturm nazi. Quand les nazis étaient perdus à Berlin, ils ont fait appel à la population pour faire face aux Russes. Bien là, c'est un peu un rapport inversé. C'est un peu dommage d'ailleurs historiquement, mais enfin on comprend qu'il fasse ça parce qu'il est désespéré. Et tout à l'heure, vous évoquiez la Yougoslavie par rapport à ces fameux réfugiés. On va en parler rapidement. Si la Yougoslavie a été mise à mal, c'est parce qu'il y avait un Boris Eltsine qui a laissé faire. Avec Poutine, tout a changé. Alors effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, mais c'est des réfugiés qui sont ukrainiens pour l'essentiel, qui ont peur, parce qu'une guerre, ça ne plaisante pas, mais en vérité, à bien regarder de près, on a des chiffres plus ou moins officiels, 200 morts sur une puissance considérable que peut développer la Russie face à un pays comme l'Ukraine qui, ne l'oublions pas, est un pays aussi producteur d'armes. C'est pas un petit pays, l'Ukraine. C'est une grande puissance industrielle dans l'armement et n'a pas répondu. On n'a pas vraiment vu de vraies batailles. On n'a pas vu d'avions ukrainiens dans le ciel alors qu'ils en produisent. On n'a pas vu de réaction militaire parce que manifestement, l'armée est restée arme au pied, comme je le disais tout à l'heure.
Et donc, oui, la peur des réfugiés est légitime, mais ces réfugiés ne resteront pas longtemps en dehors de chez eux. D'abord parce que le pays n'est pas détruit, on n'a pas bombardé les villes pour commencer. On a essentiellement, je parle des Russes, bombardé tout ce qui était stratégique en termes militaires, mais ils ont fait en sorte de ne pas bombarder les villes pour pas créer une russophobie. Puisque tout à l'heure, le ministre en parlait de russophobie, effectivement, ils ont fait très attention à cela. Ils ne veulent pas s'aliéner la population parce que dans la tête de Poutine, les buts de guerre sont simples, c'est écarter du pouvoir ce qu'il appelle donc des drogués et des néo-nazis. Donc bon, c'est des termes extrêmement virulents aussi, mais ça n'a absolument rien à voir avec la guerre qu'il a pratiquée en Tchétchénie où on a détruit 90% de Grozny. On est sur deux angles différents parce que, quoi qu'on en dise, les Ukrainiens, pour une grande partie, sont russes, d'origine russe ou simplement de tradition slave, donc très proches des Russes. Et l'autre aspect par rapport à ces fameuses guerres dont vous parliez tout à l'heure, asymétriques, la différence monumentale aujourd'hui de la Russie par rapport à l'époque, c'est pas tellement les guerres électroniques, ça tout le monde connaît, tout le monde sait faire. C'est surtout le fait d'avoir des missiles avant-garde, donc les nouveaux missiles hypersoniques Mach 5 qui peuvent frapper les États-Unis très facilement. Oui. Avant, c'était pas le cas avec la guerre des étoiles. Et donc effectivement, on est arrivé à l'époque de la guerre du Kosovo où les États-Unis pouvaient frapper où ils voulaient dans le monde sans être inquiétés. Aujourd'hui, la donne a changé. Je l'ai dit et je le répète souvent, c'est un rideau de fer qui vient de retomber sur le monde avec un bloc reconstitué que j'ai appelé, j'ai utilisé un barbarisme, la Russie, donc la Chine que j'appelle Ruchine tout simplement, pour dire que la Russie et la Chine sont bras dessus, bras dessous, et ont décidé de reprendre leur destin en main et de stopper cette hyperpuissance américaine qui, pendant 30 ans, a fait ce qu'elle voulait quasiment. Très donc bien, effectivement, les réfugiés sont partis provisoirement, mais reviendront chez eux parce que leurs maisons sont toujours indemnes, il n'y a pas de problème là-dessus. On l'espère aussi. Je vais faire une transition, je vais revenir un petit peu sur le côté négociation qui a été lancé, donc les dernières nouvelles, et on le sait, il y a eu cet appel de Zelensky qui appelle donc à dialoguer, qui se dit prêt. Moscou répond. Le porte-parole donc du président dit que effectivement Moscou est prêt à négocier et à tendre la main, mais est prête même à négocier sur le statut de neutralité, mais à Minsk. Oui. Oui, ils ont choisi de négocier à Minsk pour rester dans cette symbolique de Minsk, parce que ce sont les accords de Minsk qui ont été violés, et c'est à Minsk qu'on va renégocier ces accords qui ont été violés avec l'Ukraine. Qu'en dites-vous, monsieur Abdelhamaki? Je tiens juste à préciser que monsieur Poutine a fait la déclaration d'une rencontre des négociations le premier jour même de l'intervention russe. Oui, il s'est toujours dit prêt à négocier. Il a dit nous sommes prêts à partir du moment où nous affaibliront le secteur stratégique de l'Ukraine, c'est-à-dire, et ça rejoint un peu la question humanitaire, c'est-à-dire la Russie d'emblée, elle a cherché à ne pas bombarder n'importe comment aveuglément, elle a voulu affaiblir la puissance stratégique de l'Ukraine. Je pense qu'elle est arrivée, puisque aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas assez de résistance, en tous les cas, en Ukraine. Oui, d'autant plus. Mais alors, brièvement, M. Abdelhamaki, parce que je voudrais aussi faire intervenir notre invité sur Skype, pour ne pas trop le laisser attendre. Et le fait qu'il ait réagi de cette manière, de dire « je tends quand même la main », parce que l'appel a été fait par Zelensky, qui jusque-là n'a pas répondu favorablement. Alors, la question qui émerge aujourd'hui, ne pouvait-on vraiment pas le faire depuis les débuts? Alors, tout ça... Pour ça, on aurait pu, ou je dirais, les deux pays auraient pu le faire. Qu'est-ce qui a empêché finalement les deux pays de le faire? C'est-à-dire aller vers des négociations russo-ukrainiennes, sans parrainage. Finalement, qu'est-ce qui a empêché les deux pays de le faire? Si ce n'est le fait que peut-être Zelensky pensait qu'il était fort de l'OTAN et fort de l'Union européenne. C'est les encouragements, fort des encouragements de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en somme, après, quand on a évalué la situation... Évidemment, les sanctions n'ont pas été à la hauteur. Oui, on les a encouragées, mais on les a aussi jetées en pâture. Moi, je n'arrive pas à voir quelles seraient effectivement, sur le plan russe, les conséquences justement de ces sanctions. Pratiquement rien. Je veux dire, je viens de dire qu'il a déjà ramassé une masse importante du point de vue monétaire.
c'est le premier producteur de céréales, etc., etc. Oui, juste un petit moment. Donc, je voulais juste le faire intervenir, Monsieur Gamel. Donc, on disait qu'aujourd'hui, n'aurait-on pas pu faire cela et épargner toute cette douleur aujourd'hui qui est en train de vivre l'Ukraine, mais également les régions russes frontalières avec l'Ukraine? Alors très rapidement, pour que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle, les accords de Minsk qui avaient été signés en Biélorussie, qui est donc un pays allié de la Russie, étaient destinés à se mettre fin à la guerre dans le Donbass, donc dans la région de l'Ukraine orientale, dans laquelle il y a une grande minorité russe qui était installée et qui était régulièrement bombardée par des milices. Donc ces accords avaient été signés le 5 septembre 2014 sous le parrainage de l'OSCE tout de même. Donc c'est pas des accords qui ont été arrachés par les Russes, c'est des accords, de vrais accords bipartites qui auraient dû être respectés. Et depuis 8 ans, Vladimir Poutine n'a pas arrêté de dire respecter ces accords, protéger ces populations à l'est parce que sinon nous allons finir par intervenir. Il n'a pas arrêté de mettre en garde. Il a tout fait pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas à cette crise, mais en face, non seulement on lui opposait une fin de non-recevoir, les accords n'ont plus été respectés par la partie ukrainienne de la nouvelle direction politique, mais surtout, et c'est le pire, on disait aux Russes, on ne respectera pas ces accords, ces populations ne seront pas protégées, et plus encore, on mettra l'OTAN ici, comme ça on garantit que vous ne pourrez même pas vous-même les protéger. Donc la provocation qu'on ne voit pas dans les médias, on a le sentiment que les Russes sont des fous quand on entend les médias occidentaux, la provocation est claire. Pendant 8 ans, il a rangé son frein, M. Poutine, il a tout fait pour calmer le jeu. Je ne dis pas que ce qui a été fait hier ou avant-hier du mois est positif et que cette tension est positive, mais elle est la conséquence d'une gestion calamiteuse d'accords passés qui, s'ils avaient été respectés, n'aurait pas conduit à une guerre. Et c'est ce qui est le pire et le plus dommage, c'est qu'en vérité, ces morts inutiles aujourd'hui, c'est la conséquence effectivement d'une gestion des États-Unis et de l'Europe qui n'ont pas pris au sérieux la partie russe qui ne plaisantait pas à elle. Oui, alors Gamel Abouna, je vais revenir vers vous. Je voulais un petit peu débattre sur je dirais le fait, les révélations qui ont été faites donc par Der Spiegel, le quotidien allemand, qui disait que des accords, il a révélé des accords qui étaient top secrets et qui disait que finalement il y a eu bel et bien des accords signés entre les Russes et l'OTAN pour dire que l'OTAN n'avait pas le droit de s'élargir vers l'est du pays en contrepartie de l'unification de l'Allemagne. Mais vous voyez, l'impératif du temps ne nous permet pas, donc l'OTAN a démenti. Et je vais directement donc à cette dernière partie de notre émission. Alors la guerre en Ukraine, ou si vous voulez l'offensive en Ukraine, ou si vous voulez des troubles armés en Ukraine, les répercussions sur le monde arabe. Où se situe aujourd'hui le monde arabe? Où se situe aujourd'hui l'Afrique? Bon, on sait que déjà, il y a 3 États arabes qui soutiennent la Russie. La Syrie, vous voulez dire? La Syrie, c'est ça? Oui. La Syrie, les Émirats arabes unis. Et nous. Oui, allez-y, M. Abdelhak, poursuivez votre idée. Et donc, quelle est aujourd'hui... Les répercussions. De quelle manière la première, disons, pour les pays pétroliers déjà, il va y avoir une augmentation des prix. On a vu le prix du baril a atteint les $100 et peut-être pourrait grimper beaucoup plus. Du gaz et du pétrole, donc des hydrocarbures. Les énergies fossiles, disons-le. Mais il y a un risque majeur dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire que la confrontation, si elle se tait au niveau ukrainien, elle peut être douloureuse au niveau syrien, puisque les deux forces, l'OTAN, les Occidentaux, le camp occidental et la Russie sont omniprésents tous les deux. Et donc là, il y a un risque de déflagration mondiale. Oui, merci M. Abdelhak Mekki. M. Gamel Abouna, vous êtes toujours là? Toujours. Oui, alors je vous donne réagir, c'est-à-dire que je disais, M. Abdelhak Mekki, aujourd'hui il y a vraiment un conflit en Ukraine, mais quelle est la position du monde arabe, quelle est la position de l'Afrique? On se positionne comment dans cette reconfiguration mondiale? Et je vous demanderai d'être bref, et si vous voulez aussi avoir le dernier mot, si vous pouvez nous dire, parce qu'on va conclure avec vous. Alors oui, très rapidement. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec Mekki, je n'ai pas son pessimisme pour le coup. On n'est pas obligé d'être d'accord, c'est juste qu'on est là pour faire des propositions. Non, mais parce que ce qu'il dit est intéressant et je comprends son inquiétude. Mais en vérité, les Africains sont très contents de ce qui se passe parce que d'abord, la Russie, quelque part, intervient au Mali, en Guinée,
dans l'ex-Haute-Volta, le Burkina Faso. Donc là, de ce côté-ci, ils applaudissent de main. Ensuite, les pays pétrolifères, effectivement, sont heureux. Le pétrole explose, le gaz, on n'en parle même plus. C'est carrément, on n'a jamais vu ça, atteindre tel niveau dans l'augmentation des prix. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, le monde du Sud, qui était un peu sous la prédation occidentale, faut être très honnête, se rend bien compte que les lignes ont bougé et que le géant russe sort de sa tanière avec les Chinois. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'à l'époque de la guerre froide, les Chinois et les Russes étaient ennemis quasiment, ils ne collaboraient pas. Aujourd'hui, les Russes montrent la force militaire et les Chinois la force économique. Donc effectivement, les Arabes ne sont pas inquiets de cela. Alors évidemment, certains pays arabes sont peut-être plus proches des États-Unis, mais à tout prendre, on voit bien que même le Maroc aujourd'hui va travailler avec la Chine par rapport à la fameuse route de la soie. Donc les armements russes se vendent partout dans le monde arabe. Et la démonstration faite par les Russes, c'est que avec une détermination forte et les armes nécessaires, on arrive à tout. On se rend bien compte de ce qui s'est passé en Centrafrique. Enfin, tous ces pays qui ont été sous la protection entre guillemets des conseils militaires russes ont des résultats qui sont assez probants. Donc, je ne suis pas inquiet outre mesure. Ce qui serait inquiétant, c'est effectivement en Europe qu'il y ait une friction dans des zones de contagion directe entre l'OTAN et la Russie. Mais pour le reste du monde, ça va être comme malheureusement à l'époque, un grand échiquier mondial dans lequel les Américains pousseront leur carte, les Russes de leur côté, et qui va l'emporter, on ne sait pas. Merci beaucoup, Monsieur Gamel Abouna. L'idée est passée. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en géopolitique et que vous étiez avec nous à travers Skype de Paris. Monsieur Abdelhak Mekki, merci de nous avoir tenu compagnie. Merci de nous avoir éclairé notre lanterne. J'espère, mesdames et messieurs, que nous avons pu réussir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, éclairer quelques zones d'ombre qui entourent la question ukrainienne. Nos émissions se poursuivent. Merci de votre attention.